Le château de Ponferrada a été édifié en 1178 par les chevaliers de l'ordre du Temple afin de protéger les pèlerins. ¿Cómo se llama tu papá? Dígame. Pero díselo fuerte que no. Dígame, no entiendo. Gerard. Ah, Je prends mes quartiers dans le plus grand refuge de Ponferrada, financé par la générosité d'un Suisse. my friend Japanese friends. 3 hospitaliers sont là, Carmen, Begonia et Isolde, Suisses de son état, qui rendront mon séjour des plus agréables. La tour, porte de l'horloge, est du XVIe siècle. La ville abrite de nombreux édifices baroques, à l'instar de l'hôtel de ville du XVIIe siècle, de l'église Sant Andrés et de la basilique Nuestra Señora de Encina. C'est décidé, demain je reste me reposer. Parti à 6 heures, je chemine en compagnie de Juan Carlos, jeune homme de 37 ans et habitant Madrid. Nous marchons à un rythme identique, paisible, mais déterminé. Un pèlerin vivant à Grenade et aperçu à Roncevaux s'est joint à nous pour quelques kilomètres. Nous traversons dans sa totalité la vallée du Bierzo, entre les vignes où enfin les vendanges sont en cours. ¿Es un buen año? Más o menos? Là, je me livrerai à une courte discussion avec une famille vendangeant et qui se soldera par le don d'une belle grappe de raisins succulente que je déguste tout en marchant. ¿A una foto dices? Tengo 2 compañeros, un Granadino y un madrileño que se llama Juan Carlos, como el rey. Les douleurs tendineuses ont disparu et j'entre dans Villafranca avec le plaisir de la marche emplissant enfin tout mon corps, même si un vent frais souffle et pousse à grande vitesse une importante masse nuageuse. L'église Santiago est un édifice roman bâti au XIIe siècle. Durant les années saintes, les pèlerins malades obtenaient dans ce sanctuaire une indulgence plénière qui les dispensait d'aller jusqu'à Santiago. L'église San Francisco, elle, dont m'a parlé à l'entrée une passionnée du lieu, édifiée en 1285, possède un superbe portail roman. Son chevet gothique constitue un rajout, le plafond est tout en bois, une merveille. Le nom de Villafranca est lié à la présence des Francs installés dans la cité au Moyen Âge.
Bon bah c'est le jour J, c'est l'étape que j'attendais avec impatience, le Cebreiro. Là, après une longue distance parcourue sur une route et une nationale, là on attaque les choses sérieuses et à la fois plus agréables, c'est-à-dire les petits chemins, et la montée va commencer jusqu'à 1400 mètres. Et avec Alberto, qui est là, nous pensons y être vers, disons 13h30, si tout va bien. Bien, allez, hasta la victoria siempre, hasta Santiago. Ok. Bon, et bien la courte pause à 4 km du Cebreiro, dans un petit village tout à fait charmant. Ça nous permet d'enlever l'essentiel des habits qu'on avait, parce que ce matin, quand on est parti, il faisait très froid. Et là, enfin, le soleil est de rendez-vous. Donc, on enlève tout, on s'allège et on continue. Dans une heure, on est au Cebreiro. Et on sera vraiment dans de bons temps. La deuxième partie de l'étape jusqu'au Cebreiro est de toute beauté. Mon guide évoque une étape qui renvoie par sa beauté et sa dureté à celle de Roncevaux. Tel n'est pas mon avis. Je pense en effet que l'étape de Roncevaux est plus dure dès la sortie de Saint-Jean-Pied-de-Port et les paysages beaucoup plus diversifiés. J'avale cette étape avec un appétit hors du commun, car je n'ai plus aucune douleur et les sensations sont excellentes. Sans vouloir réaliser une performance, je plie l'étape en 5h30 alors qu'elle est annoncée en 7h30. 5.000 ¿qué? ¿Dólares? ¿Livres? ¿Euros? Es muy caro, ¿eh? Bueno, hijo, de mi imagen, ¿qué? Ah, sí. Ah. Hoy toda la gente habla de imagen, mi imagen. ¿Eh? Me voilà en Galice, la dernière des 4 régions à traverser. L'entrée elle-même au Cebreiro est moins réjouissante, car polluée par les marchands du temple. Boutiques de souvenirs qui n'en sont pas, musique celte à tue-tête et touristes venus là en voiture, mais déguisés en pèlerins, les bâtons en main. Aujourd'hui, c'est une petite étape de récupération, à peine 23 km je crois. Ça descend pas mal. Et j'arrive pas à marcher vite, je prends mon temps. Je suis en train de batifoler sur le chemin. Là à l'instant je viens de prendre un desayuno copieux avec un pain de campagne extraordinaire. Et puis voilà, il me reste 4 jours.
et c'est la fin. Alors depuis hier, je suis désormais en Galice. Peu avant d'arriver au Cebreiro, il y a un petit village dont j'ai oublié le nom et qui délimite un peu la frontière entre la région Léon de Castille et la Galice. Et il est vrai que depuis avant-hier, le climat a changé de manière très nette. C'est-à-dire que depuis Saint-Jean-Pied-de-Port, la nuit, je me contentais d'un sac à viande en coton, confortable. Je n'avais jamais mis le duvet. Et là, depuis avant-hier, le duvet s'impose. D'ailleurs, hier, pour l'anecdote, lorsque je suis parti à 6 heures, il faisait un vent extrêmement frais et pas plus de 3 degrés. Pas plus de 3 degrés à l'extérieur, donc il a fallu que je mette les gants. Voilà. Mais enfin, ce matin, par contre, la température est plutôt agréable. Hola, buenos días. Hola, buen camino. Muchas gracias, señora. De nombreux villages se succèdent, scandés par des chemins bordés de fougères et d'ajoncs. La Bretagne est, paraît-il, très similaire. Tiens, je vais faire une petite pause ici. C'est un bar qui fait paliada también. Je vais prendre un bon coca bien frais ici. Triacastella, cité par l'évêque Emery Picot, comptait 3 châteaux dont il ne subsiste rien, sauf l'église romane de Santiago. À l'intérieur, une fort belle sculpture de l'apôtre dans un bois polychrome. Il est 16 heures, je viens de finir de déjeuner et en suis à mon 5e verre de vin rouge galicien. Tout va bien. Dans 5 jours, Santiago, et l'émotion commence à monter dans la gorge. Arrivé à Sarria à 11 heures, je me contente d'un desayuno car la ville est immonde, sans aucun cachet. Je dois normalement faire étape un peu plus loin à Barbadello, mais le village n'est pas plus engageant. Alors je décide de poursuivre, une succession ininterrompue de fermes avec l'odeur permanente du lisier et du fumier. Entre deux, le paysage vallonné, une fois la brume levée aux alentours de 12 heures, est intéressant. De multiples chêneraies permettent de marcher à l'ombre et d'arriver enfin au terme de 31 km à Morgade. Le refuge étant occupé par une majorité d'Allemands extrêmement bruyants et sans gêne,
je m'installe seul au soleil de la terrasse, à proximité de mes amis du jour, les vaches. Il est des solitudes, pleines de grâce. L'étape est aisée jusqu'à Porto Marine, qui est encore endormi lorsque j'arrive sous la brume. Je m'installe à une terrasse et déguste un desayuno royal. Il est 9 heures et une horde de pèlerins allemands fait son apparition au rythme d'une partition parfaitement au point. Petit sac de randonnée avec pique-nique, vêtements hyper techniques et le verbe haut et fort. Je laisse passer avec délectation le troupeau qui effectuera les 100 derniers kilomètres dans la joie et la bonne humeur. Ça y est, ça sent bon l'automne. Les fougères commencent à brunir. Comme hier, les fermes se succèdent, offrant notamment le spectacle des horreos, des greniers à maïs, de très belle facture. Le défilé se poursuit sous mes yeux et devant ma caméra. L'hôtesse du refuge est adorable et nous confrontons nos sentiments respectifs sur l'évolution du Camino. À Palas del Rey, l'auberge où je fais halte est envahie par les Allemands. Le grand carnaval d'hier se confirme, verbe haut et fort, chant collectif et armé de pied en cap avec un sac de 3 kilos pour le plus grand nombre. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Bien, Nino. Nino el peregrino. Nino el peregrino. ¿Y dónde viene Nino? Salou, Cataluña. Cataluña. ¿Toda la gente está catalán? ¿Aquí? Todo. ¿Los amigos? Todo, ya se le ve que no llevan ni mochila. Cataluña. Sí, sí. Bueno, ¿y no hay mochila en Cataluña? No, no, porque... No se vende. No se vende. Vamos, sobrados. Bueno, hombres, Venga, buen camino. buen camino. Buen camino. ¿Tú de dónde eres? De París, Ah, de París. Francia. París sí, sí hay mochilas, sí. Le chemin tourne au cauchemar et sa dénaturation est entérinée au-delà de toute raison. Il me reste 2 étapes, mais dans ces conditions, le plus tôt sera le mieux.
Quand bien même Mélidée soit le centre géographique de la Galice et une importante étape jacquère, la ville est à nouveau sans charme, à l'exception de la maison Ézéchiel, la fameuse pulperia. Une ration de poulpe avec pain et vin blanc dans une salle immense avec d'immenses tables et bancs. Pur bonheur dans une cohue indescriptible, cela est peu et beaucoup à la fois. C'est bon, là? Salut. Je suis avec Chantal, une copine de chemin. Et là, on est en train de dîner tous les deux dans une pulperia. On est en train de goûter le poulpe galicien. Pour la première fois, je vois le panneau indiquant Santiago. Voilà, et là il me reste 2 étapes. Aujourd'hui 30 km et demain 24 et j'y suis. Alors voilà ce qu'on peut qualifier de touristes du chemin. Tout sauf des pèlerins. La petite sacoche pour la journée, pour le pique-nique. Ils se donnent le frisson du pèlerinage, à bon compte. Le parcours est ponctué d'une multitude de villages se livrant une concurrence féroce pour attirer le pèlerin touriste. La loi du marché s'impose ici, et cela donne une saveur particulière aux ultimes étapes. Certains pèlerins sont allés faire étape à Lavacolla, au nom si évocateur. Dormir ici permet de respecter la tradition. En effet, les pèlerins médiévaux se lavaient, Lavacolla, littéralement lave-queue, mettaient leurs affaires en ordre et se faisaient beau avant d'aller honorer Saint-Jacques. Pour cette ultime étape, je décide de me joindre à un petit groupe formé par un couple et 2 hommes amis depuis longtemps, Facundo et Aurelio. Cette décision me permet de marcher beaucoup plus lentement, d'étirer temporellement l'étape. Paradoxe bien connu et évoqué si souvent par mes amis du chemin, joie de toucher au but et angoisse du dénouement d'une expérience si singulière. Je constate d'ailleurs que bon nombre de marcheurs ont sensiblement ralenti l'allure et cela ressemble en début de journée, en raison des lampes frontales encore allumées, à une procession lente et paisible. Nous voici arrivés au Monte del Gozo, les monts de la joie, qui sont les endroits d'où l'on aperçoit pour la première fois Saint-Jacques de Compostelle. Autrefois, les pèlerins gravissaient le Monte del Gozo en courant. Celui qui parvenait le premier au sommet y plantait une croix et faisait retentir le cri joyeux de Santiago. Il était proclamé roi du pèlerinage. Me voilà le dernier jour. Je suis au Monte del Gozo. Je suis à 2 km de la cathédrale de Santiago. Et là, il y a un refuge du séminaire. Et je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on va rentrer dans Santiago avec la pluie. Bon, enfin, nous verrons bien. De toute façon, sur 28 jours de marche, j'ai eu 3 heures de pluie, c'est pas très grave. S'il faut sortir le poncho, ma foi, ce n'est pas bien grave. ¿Qué dices, Jesús? Ah, sí, el sello. Bueno, me voy a hacerlo. Sí. Le panneau signalétique de Santiago apparaît soudain. La tension est perceptible, les sourires se crispent. Nous voilà rentrés dans Santiago depuis environ 20 minutes. Voilà, nous voilà presque au bout de ces 800 km. C'est à la fois beaucoup et peu. Parce qu'aujourd'hui, pour la dernière étape, je n'ai cessé de différer mon arrivée à Santiago en ralentissant le pas
puisque j'ai mis quasiment 2h30 pour faire 10 km. Et donc voilà, j'y suis et là l'émotion commence à monter. L'émotion commence à monter très sérieusement. Et je suis pas seul aujourd'hui. J'ai fait ces 10 km. J'ai fait ces derniers 10 km avec un groupe d'Espagnols. Très sympa. Des jeunes, des moins jeunes. Et du coup le chemin a été vraiment très agréable. C'était une véritable promenade. Bien, j'ai hâte de découvrir la cathédrale. ¿A qué hora está la misa? A las 12. Las 12. Bueno. ¿Hay una bendición también de los peregrinos? Una bendición no lo sé, pero alguna hostia nos van a dar. Alguna hostia. Quelques mètres après la Puerta del Camino, elle apparaît soudain, elle est bien là, la cathédrale. Ça y est, j'y suis. J'y suis, Plaza del Obradorio. J'ai la gorge nouée, et cela me renvoie en tout point au sentiment vécu en découvrant l'abbatiale de Conques. Je n'arrive pas à détacher mon regard de la merveille. Mais un peu d'histoire. La cathédrale est entourée de 4 places. Au nord, la Plaza de la Immaculada. Au sud, la Plaza de las Platerías, qui permet d'entrer dans la cathédrale par la Puerta de las Platerías. À l'est, la Plaza de la Quintana, qui abrite la Puerta del Perdón. Cette porte est murée, sauf durant les années saintes. Elle symbolise l'entrée dans la Jérusalem céleste. Enfin à l'ouest, la Plaza del Obradorio, faisant face à l'édifice. La cathédrale primitive fut édifiée par Alphonse II le Chaste au début du IXe siècle, juste après la découverte de la sépulture de Saint-Jacques. Détruite en 989 par Almansor, en 1075 commence la construction de la basilique romane, qui subira au fil des siècles de nombreux rajouts. Des milliers de pèlerins croyants touchent ici à leur but ultime, celui de rendre visite au tombeau de l'apôtre Saint Jacques le Majeur, un des disciples de Jésus. Mais direction le bureau des pèlerins, afin d'y faire viser mon crédential, qui recense avec ses tampons, los sellos, la totalité des étapes réalisées. La file d'attente est longue, mais je n'arrive pas à délaisser mon sac à dos et le garde donc jusqu'à la fin sur mes épaules. Il fait désormais partie de moi. Il est 13h30 et avons tous terriblement faim. Je m'installe avec mes compagnons espagnols dans un petit restaurant et commandons des œufs au plat, accompagnés de patatas fritas, avant de prendre congé les uns des autres. Puis je retourne visiter la cathédrale. J'en profite, au nom des miens, pour allumer 3 bougies en mémoire de ma petite sœur Martine, de mon oncle Ginou et du papa de Gladys. En mémoire, et ce au nom des miens, car ce geste n'a aucune signification pour moi. Il s'inscrit dans un rituel sacré de la plus haute importance. Alors à ce titre, non seulement je le respecte, mais j'en suis, si j'ose dire, le bras armé. J'intercède en leur nom. Dans le cœur de la cathédrale, il est recommandé de faire un abrazo à l'apôtre, c'est-à-dire d'entourer de ses bras le buste de Saint Jacques. À ce moment, il est convenu de dire « Ami, recommande-moi à Dieu ». Certains descendront ensuite dans la crypte, prier devant le tombeau de l'apôtre. Je ne ferai bien évidemment rien de tout cela, moi le pèlerin sans église.
Après une nuit paisible, et avant de prendre mon avion pour Paris, je passe un long moment en terrasse à faire un premier bilan de ce parcours. Un troublant mélange de sentiments se manifeste. La fin de cette belle aventure laisse émerger une touche de tristesse et déjà de nostalgie. En même temps, je suis heureux de retrouver les miens, qui assurément me manquent. Un nombre non négligeable de pèlerins évoque souvent ce fait. Ils sont revenus marqués, différents, voire transformés par ce pèlerinage. Quelque chose s'est déclenché en eux, les rendant totalement autres. Certains évoquent aussi une quête qui ne s'achèvera pas à Santiago, mais poursuivra son œuvre après leur retour à la maison. Me concernant, il n'en est rien de tout cela, et je rentre chez moi le même que celui qui partait de Saint-Jean-Pied-de-Port il y a 28 jours. À ceci près que cette expérience si singulière vivra et se prolongera durablement dans mon esprit. Yo en Santiago